Bonsoir et Taper sur bienvenue. j'ai compris. Alors, Voilà. bon, non. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Caroline Saucy. Bonsoir, Caroline. Bonsoir Yardena, merci de me recevoir. Merci à toi vraiment de venir, de nous faire une telle conférence sur un sujet vraiment très important, sur l'addiction au jeu de l'argent et comment se faire aider. Alors, Caroline, tu es psychologue clinicienne et ce soir, tu vas nous aider. Comment aborder ce sujet si on connaît des personnes, des amis qui tombent un peu dans ce vice-là? Merci Absolument. encore. Merci à toi Yardena. Alors oui, je vais vous parler aujourd'hui de l'addiction au jeu d'argent qui est devenu un vrai problème de société. On a de plus en plus de personnes qui sombrent dans cette addiction et notamment on a pu voir une forte augmentation au moment de la pandémie du Covid. Donc moi aujourd'hui, je vais essayer déjà dans un premier temps de vous définir réellement de quoi il s'agit. On va aussi un petit peu présenter ce que peut être le profil du joueur. Et puis, on parlera des stratégies thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un proche qui est joueur? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire en thérapie pour aider au mieux les personnes qui sont tombées dans cette addiction? Alors, donc, le jeu d'argent, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme une activité qui implique une mise d'argent et dont l'issue dépend en partie ou complètement du hasard. Donc, forcément, ce sont des jeux qui comportent un risque d'addiction. Et puis, on verra bien, on voit bien que tout est fait pour dans la société. Il y a un vrai but commercial derrière. Donc, vraiment, les statistiques montrent bien qu'on n'a quasiment aucune chance de gagner quand on joue au jeu d'argent. Euh, voilà, alors on connaît tous plusieurs jeux, on en a peut-être déjà utilisé, les jeux à gratter, les machines à sous, les roulettes dans les casinos, le loto, les paris sportifs, les jeux de cartes comme le blackjack ou le poker, de plus en plus de jeux sur Internet. Donc ça, c'est un problème aussi, puisque les jeux sont devenus de plus en plus faciles, de plus en plus rapides d'accès, mais de plus en plus aussi attractifs et donc dangereux. On voit bien que certains jeux vont être beaucoup plus attractifs que d'autres, ceux qui vont être plus faciles dans la mise en place, ceux qui vont être plus rapides dans l'utilisation, où le paiement est direct, où on peut rejouer immédiatement après avoir perdu, où il va y avoir parfois des effets audiovisuels un peu plus sophistiqués. Donc finalement, tout est fait aujourd'hui de plus en plus sur Internet pour faire en sorte que les gens jouent de plus en plus et passent de ce qu'on appelle le jeu récréatif au jeu addictif. Donc le jeu récréatif, la grande majorité des personnes qui jouent de manière récréative. Donc là, il n'y a pas de souci, on joue pour le plaisir, pour le divertissement. Un indicateur de cela, ça va être par exemple si vous jouez, vous achetez un petit billet à gratter, vous perdez, vous n'allez pas en racheter un deuxième pour essayer de vous refaire. C'est comme ça, j'ai perdu, voilà, c'est récréatif. Mais ça peut devenir plus important quand la personne ne parvient plus du tout à contrôler son comportement, quand malgré les conséquences sur la vie de la personne, elle va continuer de jouer. Et là, le jeu va prendre une place surdimensionnée dans la vie de la personne. On va rentrer dans la spirale de la dépendance, on va en parler. Et là, le jeu devient, on n'est plus du tout dans la récréation, on est dans le besoin, la nécessité. Alors, je vais essayer déjà dans un premier temps de définir vraiment ce que c'est à travers le DSM. Donc, je pense qu'on connaît tous le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est vraiment la référence en matière de diagnostic pour tous les troubles mentaux qu'on peut retrouver. Et c'est très intéressant de voir comment le jeu apparaît dans le DSM et comment ça a évolué au fil des différents DSM. Donc, on a dans un premier temps dans le DSM-3 dans les années 80, où là, le jeu apparaît uniquement comme une mention au phénomène de dépendance. Ça apparaît comme une mention, tout simplement. Dans le DSM-4, donc dans les années 94 à peu près, on va parler du jeu, ça va apparaître dans la catégorie des troubles du contrôle des impulsions.
Et dans le DSM-5, celui qu'on utilise aujourd'hui depuis les années 2013 à peu près, et là c'est très intéressant, puisque suite à de nombreuses publications en faveur donc de la nature addictive du trouble, on va voir que dans le DSM-5, euh, ça apparaît dans la catégorie des troubles liés à l'usage des substances et des troubles addictifs. Donc là, le jeu d'argent pathologique apparaît donc au même plan que les troubles qui sont liés à une substance, ce qui fait donc du jeu de cette addiction la seule et la première addiction comportementale, au même titre, qui apparaît dans la même catégorie que les autres addictions. Et c'est très intéressant parce que ça dit quoi? Eh bien, ça dit que les comportements au jeu d'argent vont activer dans le cerveau les mêmes zones de récompense, en tout cas des zones de récompense très similaires à celles qui vont être activées dans le cerveau par les substances addictives. Donc là, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. Il s'agit vraiment d'une addiction, au même titre que d'autres addictions, sans prise de substance. On va malgré tout activer les mêmes zones de récompense au niveau du cerveau. J'essaierai un petit peu d'expliquer tout à l'heure, à travers quelques études, ce qui se passe réellement au niveau du cerveau, justement, des joueurs. Alors, juste entre guillemets, on ne va pas parler de ça parce qu'il y a assez à dire sur le jeu d'argent, mais pour ce qui est du jeu vidéo, il y a aussi beaucoup d'études qui avancent dans ce sens et qui pourraient aller vers le fait d'aussi aller vers le fait de le définir comme une addiction aussi comportementale au même titre que les autres, que l'addiction au jeu. Alors, dans le DSM, je vais quand même assez rapidement, sans rentrer dans le détail, mais j'aimerais bien quand même énumérer les différents critères qui sont proposés. Donc, on nous demande il va falloir, comment dire, correspondre à 4 critères minimum sur une période de 12 mois pour pouvoir parler vraiment d'addiction au jeu. C'est important, je pense, de reprendre un petit peu ces éléments parce que ils nous permettent vraiment de comprendre comment on rentre dans la spirale de la dépendance et ce qu'on va pouvoir utiliser derrière pour justement définir ensuite des stratégies thérapeutiques en comprenant bien vraiment les critères symptomatiques de départ. Donc, le premier critère, c'est la nécessité de jouer avec plus d'argent pour ressentir la même excitation. Là, on voit vraiment qu'on est tout à fait comme dans les addictions qu'on connaît, par exemple de l'alcool, où on va avoir besoin de boire plus pour ressentir la même chose. C'est ce qui fait qu'on rentre dans cette spirale de la dépendance de toujours plus. Et bien là, plus de jeux, plus de dépenses d'argent même, pour pouvoir activer la même excitation du joueur, il va devoir dépenser encore plus d'argent tout le temps. Donc ça montre bien comment on va devenir de plus en plus dépendant au jeu. On a tout le temps besoin de dépenser plus pour ressentir la même excitation. Deuxième critère, donc là, le fait de se sentir agité ou irritable quand on essaye de réduire le jeu. Troisième critère, c'est le fait de continuer d'essayer de réduire son jeu, de ne pas y arriver. Quatrième critère, très important et très important aussi à prendre en compte dans les stratégies thérapeutiques derrière, c'est le fait d'être tout le temps en train de penser au jeu finalement. On y pense avant, comment je vais jouer, quand je vais jouer, comment est-ce que je vais trouver du temps pour jouer, comment est-ce que je vais trouver de l'argent pour jouer, comment ça va s'organiser. On y pense pendant et on y pense après. On peut repenser à des parties qu'on a gagnées, qu'on a perdues. Ce qui fait que ces personnes sont souvent là sans être là, présentes sans être présentes, puisqu'elles sont dans leur tête en train de penser après et à ce qui va se passer après et au jeu qui vient d'être perdu éventuellement. Cinquième critère qui là aussi explique bien la spirale de la dépendance et sur laquelle on va devoir vraiment travailler en thérapie, c'est le fait d'utiliser le jeu pour diminuer les émotions telles que la dépression, telles que des émotions de déprime, sentiments d'anxiété, de culpabilité, voilà, des émotions désagréables et on va utiliser le jeu comme un moyen de diminuer l'impact de ces émotions. C'est évidemment pas une bonne stratégie, c'est évidemment quelque chose qui va nous rendre de plus en plus dépendants du jeu puisque si on n'a pas d'autres moyens de gérer nos émotions, c'est forcément un problème. Donc ça nous indique bien qu'on va devoir travailler sur cette gestion émotionnelle dans nos stratégies thérapeutiques derrière.
Sixième point, le fait de vouloir tout le temps récupérer ses pertes au jeu. On appelle ça le fait de vouloir se refaire. Donc là, ça part des croyances des joueurs. Pareil, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler en thérapie, sur les pensées, les croyances. L'idée même que j'ai beaucoup perdu, mais la solution, ça va être de rejouer pour gagner plus. Voilà. Le joueur croit vraiment qu'il va pouvoir se refaire, qu'il va pouvoir gagner tout d'un coup une magnifique somme et qui fait que voilà, il n'aura plus de problème, il y croit le temps de. Évidemment que ça ne marche pas et qu'au contraire, ça ne fait qu'accentuer les problèmes. Donc voilà, on va devoir utiliser ça aussi comme une compréhension de ce qui se passe dans la tête des joueurs et un moyen de travailler. Septième point, c'est intéressant que ça apparaît comme un critère réellement le mensonge. Le mensonge, donc qui est considéré réellement comme un critère pour dissimuler ses habitudes de jeu. Donc le mensonge qui est forcément en lien avec aussi des émotions de gêne, de honte, de mal-être, ou simplement pour pouvoir atteindre son objectif de jeu. Hein. Voilà, je vais mentir sur là où je suis, sur mes dépenses, pour pouvoir jouer toujours. Huitième critère, le fait qu'il n'y ait pas que des pertes d'argent, mais qu'il y ait aussi des conséquences sur la vie de la personne, par exemple des relations sociales, familiales, au niveau du couple, des conséquences au niveau de l'emploi, du travail. Donc toutes ces conséquences, hein, on est prêt à jouer à n'importe quel prix. Donc pas seulement le prix financier, mais ça peut être aussi le fait de rendre plus compliquées les relations aux autres et même professionnelles. Donc, il peut y avoir plein de conséquences à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est le fait de devenir dépendant d'autres personnes qui vont nous donner ou prêter de l'argent. On sait que le joueur addict est très créatif pour pouvoir trouver des moyens de trouver de l'argent pour jouer. Donc, il peut même cumuler deux critères, là, le mensonge et le fait d'avoir besoin de l'autre, mentir à l'autre pour pouvoir recevoir de l'argent. Ils peuvent inventer des choses parfois assez énormes, inventer qu'ils ont eu un accident de voiture et qu'ils ont besoin dans l'immédiat de 1 000 € pour leur voiture, des choses parfois qui peuvent les emmener vraiment très très loin. Voilà, donc ça, ce sont les 9 critères. Il faut qu'il y en ait 4 minimum pour parler réellement d'addiction au jeu sur une période de 12 mois. Donc 12 mois, c'est long. Hein. C'est pas je suis partie en vacances avec mon conjoint, il y avait un casino et pendant 2 semaines, il a joué toute la journée. C'est pas top. Ça dit quelque chose de ce qui est possible. Ça dit quelque chose auquel il va probablement devoir faire attention. Mais si quand il rentre, il reprend ses habitudes de travail, sa vie, il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout dans l'addiction, vraiment sur 12 mois. Et on va parler de rémission dans le cas où, après avoir présenté tous ces symptômes pendant cette durée de 12 mois, eh bien, il y a une durée de 12 mois sans symptômes. Voilà. Donc, on a vu qu'il y a vraiment beaucoup de risques, au-delà des risques de perte d'argent, de surendettement, il peut même y avoir des risques au niveau de la justice, peut y avoir, donc on a vu des risques au niveau des relations sociales, familiales, intrafamiliales, mais pour la personne, il peut y avoir un risque de développer des troubles au niveau de l'anxiété, au niveau de l'humeur, des dépressions, et très souvent aussi, le fait de jouer est un facteur de risque pour développer d'autres addictions par ailleurs, d'autres drogues, l'alcool ou autres. Voilà. Alors, quelques mots sur le profil du joueur. Il n'y a pas un profil type hein, spécifique, mais il y a quand même quelques petites choses qui peuvent ressortir des différentes études. Donc, ça va être plus souvent des hommes, même s'il y a beaucoup de femmes. Ça peut toucher tous les âges, mais ça va démarrer plutôt vers la fin de l'adolescence. On peut retrouver le jeu dans toute la vie de la personne et on va retrouver un facteur de risque parfois dans un âge plus avancé en lien avec euh, une problématique autour de l'ennui, notamment chez les personnes retraitées. On va retrouver des profils où il y aura possiblement des comorbidités avec d'autres troubles, parfois psychiatriques ou des troubles de la personnalité,
On a pu retrouver certains éléments aussi par rapport au TDAH et, comme on l'a dit tout à l'heure, des comorbidités sur d'autres prises d'addiction. C'est des personnes qui ont souvent une mauvaise estime d'elles-mêmes. On retrouve des événements de vie, parfois même des traumatismes. On peut retrouver des difficultés dans la résolution de problèmes et souvent, ce qu'on a vu tout à l'heure, dans la gestion des émotions. On peut retrouver de l'impulsivité, de la recherche de sensations. On peut retrouver aussi une intolérance à l'ennui, une altération des processus de décision et d'autocontrôle. Et on peut se poser aussi la question de la vulnérabilité génétique. Voilà, donc ça va être important de prendre en compte tous ces éléments possibles dans nos stratégies thérapeutiques. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la prise en charge, mais voilà, on ne va pas prendre en charge uniquement le problème de jeu. Il s'inscrit dans l'histoire de la personne avec tout un tas parfois d'autres problématiques sous-jacentes qui vont évidemment devoir être prises en compte également. Alors, je parlais un petit peu du cerveau tout à l'heure en disant qu'on avait retrouvé des mêmes activations similaires dans les zones de récompense. C'est ce qui permettait justement de définir et de le catégoriser dans le DSM à cet endroit-là. Donc, il y a eu beaucoup d'études. Il y a beaucoup d'études. Rien d'extrêmement probant, mais je vais quand même faire un petit résumé de quelques études que j'ai trouvées assez intéressantes sur le sujet, notamment des études de neuroimagerie qui montrent qu'il y a clairement plusieurs zones du cerveau qui vont être associées directement au jeu d'argent. Donc là, on a vu qu'il y a donc des régions, par exemple, par rapport à la prise de décision. Alors au niveau du cortex préfrontal, qui est impliqué dans la prise de décision, la mémoire, la régulation des émotions, le cortex frontal orbital, qui est une zone qui aide le corps à réagir aux émotions. Donc on voit que ces zones-là du cerveau sont particulièrement activées chez les joueurs addicts. Il y a une étude qui a été menée sur des personnes qui ont joué, qui attendent les résultats de leur pari. Donc, on a des joueurs qui ne sont pas des joueurs, qui sont des joueurs récréatifs, comme ça pourrait être nous, qui attendent le résultat d'un pari, et un vrai joueur qui attend aussi de son côté le résultat d'un pari. Et donc, à travers des études de neuroimagerie, on a pu voir que l'activation cérébrale au niveau du système de récompense du cerveau va être particulièrement plus fort et beaucoup plus importante chez les vrais joueurs que chez les autres. Donc déjà au niveau du cerveau, même deux personnes qui sont en train d'attendre les mêmes résultats d'un pari ne vont pas activer les choses de la même façon. On sait aussi que la dopamine est qui est un neurotransmetteur qui aide les cellules nerveuses à communiquer entre elles. On sait que c'est un rôle aussi très important dans justement le système de récompense, la dopamine. Et là, c'est intéressant. On va voir que l'activation donc de la dopamine chez les personnes vraiment joueurs va entraîner plus d'excitation et réduire l'inhibition des décisions risquées. Donc, ça veut dire que la dopamine va faire en sorte qu'il y a encore plus d'excitation. La libération de dopamine va, chez les joueurs, entraîner davantage d'excitation et moins d'inhibition aux décisions risquées. C'est vraiment intéressant de voir qu'on ne réagit pas de la même manière au niveau du cerveau quand on est un joueur que quand on ne l'est pas. Et là, il y a une question, alors j'ai pas vraiment retrouvé la réponse, donc je trouve que c'est une question assez intéressante qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a au départ une vraie vulnérabilité génétique qui fait que on pourrait retrouver vraiment cette vulnérabilité au niveau génétique et donc c'est ce qui expliquerait qu'au niveau du cerveau, les zones ne réagissent pas de la même manière. Ou est-ce qu'il y a un avant-après et donc, une fois qu'on a développé réellement une addiction, selon vraiment les critères de l'addiction, sur un an, avec les symptômes, eh bien, à partir de ce moment-là, ça s'active différemment au niveau du cerveau. En tout cas, beaucoup d'études essayent de répondre
à cette question, notamment une que je trouve intéressante. Elle ne donne pas tellement de résultats pour l'instant, mais ça montre bien qu'on essaye d'aller dans ce sens pour essayer de trouver des critères précoces qui pourraient dire qu'un tel ou un tel va avoir un risque de tomber dans l'addiction ou pas. C'est une étude qui a été menée en 2023, donc très récente, sur des joueurs de poker en ligne. Donc, ils ont choisi le poker en ligne parce que... Ah, oula. Tout va bien, Caroline. Caroline, Tu me, tout va bien. tu me vois? Oui, je te vois très bien. Tout va bien. Ah, et moi j'ai perdu l'image. Non, 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 on te voit. Pourquoi? Je te vois là. Ah, c'est Tu as pas bizarre, le... j'ai tout perdu. Je vois plus rien. Bon, donc si tu me vois, je Alors continue. non, moi, je te vois parfaitement. Moi, je te vois parfaitement. Est-ce que tu... Ouais, je te vois parfaitement et on t'entend très, très bien. Bon, alors je continue. Je vois plus rien dans mon écran, il est noir, mais je veux bien Mais continuer. alors, Bon. euh, alors, en tout cas, nous, on te voit parfait et on t'entend très, très bien. Ok, alors je continue. Ok, Mais comme alors je continue. si tu voulais Et pas donc dans- c'est une... est-ce que Non, tu... tu me dis si tu me vois pas. Moi, je parle à mon écran noir, mais c'est très bien. Je te Et vois donc, très bien. une Je te étude vois de très bien. 2023 qui va étudier justement le poker en ligne. Ils ont choisi le poker en ligne parce que le poker, c'est un jeu d'argent où il y a un aspect hasard, mais il y a aussi un aspect stratégie. Donc, ça ne va pas forcément activer les mêmes zones au niveau du cerveau. Et aussi parce que c'est un jeu qui ne se fait pas forcément dans l'impulsivité. Donc, il y a un peu plus de contrôle et donc, on va moins être dans cette perte de contrôle. Donc, c'est plus lent et plus long et on va pouvoir étudier plus longuement ce qui se passe au niveau du cerveau. Et là, ils ont utilisé des électroencéphalogrammes pour justement mesurer l'activité auprès de joueurs qui sont des vrais joueurs de poker en ligne et des joueurs qui ne sont pas des vrais joueurs de poker en ligne. Et on voit, alors comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas des résultats extraordinaires, mais on voit qu'il y a une différence dans le traitement de l'information au niveau de l'activité cérébrale et que les éléments ne sont pas pris en compte de la même manière chez les joueurs et chez les non-joueurs. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup d'études sur le plan de la neuroimagerie, des marqueurs neuronaux pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour pouvoir distinguer peut-être des futurs joueurs d'autres joueurs. Dernière étude, c'est plus là sur le plan de la neuropsychologie en lien avec la neuroimagerie. Et là, ils essayent de déceler des dérèglements cognitifs et cérébraux et là, plusieurs pistes. Alors, on le sait déjà, des pistes sur l'impulsivité, des pistes sur les fonctions exécutives avec toutes les, toujours pareil, les prises de décision, le travail autour des prises de décision, et une piste aussi concernant la sensibilité aux gains et aux pertes où les gains d'argent sont reçus de façon, qui vont être reçus de façon intermittente, vont renforcer le comportement au jeu. Et là, pareil, on essaye de mesurer ça en neuroimagerie. Voilà, donc on essaye de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, on essaye de comprendre s'il y a vraiment au départ une vulnérabilité ou si elle s'installe, elle apparaît à partir du moment où il y a une addiction. En tout cas, il se passe quelque chose et ça va être important aussi de le prendre en compte quand on travaille sur les stratégies thérapeutiques. On y reviendra après. Alors, je suis toujours devant un écran noir. Vous êtes toujours là, Yardena? Oui, oui, bien sûr. Il y a une bonne question, mais Alors, bien sûr, là, on t'écoute. ok. Alors, comment est-ce qu'on peut aider un joueur addict? Alors, déjà, dans un premier temps, je vais donner quelques pistes euh, dans le cas où on aurait un proche, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on a un proche qui serait dépendant au jeu d'argent, et puis qu'est-ce qui semblerait le mieux fonctionner aujourd'hui sur le plan thérapeutique. La première chose qui est pour moi ce qu'il y a de plus important, je vais y venir et je vais y revenir
vraiment pas mal de fois parce que c'est vraiment ce qui me paraît le plus important quand on a un patient, une personne qui vient ou quelqu'un dans notre entourage, c'est de savoir où il en est dans son cercle de la motivation. Donc, probablement que ceux d'entre vous qui travaillent avec des personnes qui ont des addictions connaissent ce cercle de la motivation où on a identifié 6 stades dans une trajectoire de changement, puisqu'on sait que on a beau être dépendant, on n'est pas forcément au même stade de reconnaissance de la problématique et donc on n'en est pas non plus au même stade de la motivation au changement de ce comportement. Et c'est très très important parce que selon où on en est dans le cercle de la motivation, on ne va pas du tout travailler de la même manière, on ne va pas du tout s'adresser à la personne de la même manière. Donc c'est très important de prendre en compte où en est la personne dans ce stade-là, dans ces stades-là. Alors, le premier stade, c'est le stade de la non-reconnaissance du problème. Donc là, c'est le déni, hein. Le joueur n'a pas du tout conscience, en tout cas, il ne veut pas voir, et voilà, il ne considère pas avoir un problème de jeu. Donc là, c'est le premier stade. Deuxième stade, l'ambivalence. Il peut admettre avoir quelques inquiétudes, mais c'est là où toutes ces fausses croyances et toutes ces pensées pièges vont venir le rassurer sur le fait que c'est pas si grave. Voilà. Troisième étape, c'est l'étape de la préaction. Donc la préparation à l'action. Donc on commence quand même à admettre qu'il y a un problème et à se dire qu'il va falloir se faire aider ou modifier son comportement face au jeu. Quatrième étape, l'action. On accepte de modifier vraiment son comportement et on met en place ce qu'il y a à mettre en place. Voilà, on démarre, là, on consulte peut-être, on arrête de jouer d'une certaine manière. Enfin, on commence déjà à rentrer dans l'action de l'arrêt. Cinquième étape, le maintien des bons comportements. C'est une étape qui peut durer longtemps et c'est une étape qui peut être encore difficile en fait. Parce que dans cette étape, on doit quand même encore faire des efforts, on est encore pris par des pensées pièges, par des émotions, donc on a encore des efforts à faire. C'est pas naturel pour pouvoir continuer à avancer en ayant toujours le plus possible de bons comportements et pas retomber dans le jeu. Et sixième étape, la liberté retrouvée. Donc là, il n'y a plus de tentation au retour. C'est vraiment derrière. On ne se sent pas du tout vulnérable. On peut passer tranquille devant un tabac, un casino, allumer son ordi. Il n'y a pas de stress, c'est derrière. Voilà. Alors, par contre, ce qui est très important, c'est que ce cercle, il n'est pas forcément linéaire. Et il y a un petit élément ou deux perturbateur qui peut venir à tout moment, c'est l'écart. L'écart, je peux être à l'action, je peux être au maintien de l'action, et pourtant je peux avoir un écart. C'est important de comprendre que l'écart, ça fait souvent partie aussi du processus de changement, et ça peut être tout à fait OK. Ça permet de mieux comprendre justement d'autres choses, d'autres déclencheurs qu'on n'avait peut-être pas pris en compte la première fois. Et, euh, et donc finalement, on peut très bien n'avoir eu qu'un écart, un instant, un jeu, un temps de jeu et continuer sur son chemin. Mais si ça s'installe, si les mauvaises habitudes reviennent et si le jeu réapparaît, on peut parler d'une rechute. Et donc parfois, il va falloir du temps pour repasser par les différentes étapes jusqu'à un nouvel arrêt. Voilà. Euh, donc c'est vraiment important de prendre en compte ce cercle-là. Si on a un proche qui a un problème avec le jeu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Donc voilà, déjà, on essaye de savoir où il en est. Ça va être très important. On ne va pas lui parler de la même manière selon là où il en est. Mais une chose est très importante. Ça va être très difficile parce qu'on sait à quel point les proches souffrent. Pour les proches, c'est souvent vraiment une catastrophe. Non seulement de voir leurs proches jouer, aller mal, dépenser son argent, etc. Mais pour la famille, ça peut être vraiment très, très difficile. Ça peut entraîner de la colère, de la frustration, tout un tas
d'émotions très difficiles pour les proches. Et pourtant, ça va être important d'essayer de maintenir une communication bienveillante, positive, d'essayer de ne pas mettre la pression, de ne pas exprimer sa colère sous forme de reproches, d'insultes, de dénigrer la personne. Il faut comprendre, et on l'a vu, c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler du DSM, parce que si c'est dans le DSM, bah, c'est que c'est quand même quelque chose d'important, de grave. On a vu qu'il y avait des activations au niveau du cerveau. Donc, on voit bien que quelqu'un qui est rentré dans cette spirale de la dépendance, elle est en grande souffrance, en grande difficulté, euh, et, euh, et elle a besoin d'être aidée. Et si on lui met la pression, si on se met en colère, on ne va pas du tout l'aider. Donc, les proches qui essayent vraiment en faisant comprendre à l'autre que c'est grave ce qu'il fait, de l'aider, ne l'aident probablement pas tant que ça. Mais plutôt en essayant d'ouvrir le dialogue, d'être à l'écoute, de peut-être pas focaliser que sur le jeu, mais d'ouvrir le dialogue sur la personne, sur comment elle va en général, comment elle se sent, qu'est-ce qui, on va parler de soi, du fait que on regrette de ne pas passer autant de temps ensemble peut-être, qu'on regrette on peut exprimer ses inquiétudes par rapport à l'argent ou par rapport au fait que la personne passe moins de temps avec nous, qu'on la sent plus fuyante, qu'on s'inquiète pour la personne. Mais l'idée, c'est de plutôt aider l'autre à prendre conscience de l'impact que tout ça peut avoir sur la vie de famille, pour lui-même, etc., mais sans lui mettre trop de pression. Si on lui met cette pression, si on le culpabilise, on risque justement de le renfermer dans ses émotions négatives, dont on a vu tout à l'heure qu'elles pouvaient entraîner davantage de jeu. On risque de l'enfermer dans son cercle d'addiction. Et donc, rendre la spirale de la dépendance encore plus compliquée. Donc, non, on va au contraire essayer d'ouvrir le dialogue, de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'aider la personne, mais sans en rajouter. Autre chose qu'on va essayer de ne pas faire, c'est d'être dans un contrôle total. Par exemple, en essayant de, je sais pas, prendre les cartes de crédit, fermer la Wi-Fi, etc. Essayer d'exercer un contrôle sur l'autre, ça va pas marcher. Ça risque d'entraîner chez l'autre une grande frustration, d'autant plus s'il est dans, on a vu tout à l'heure, au niveau du cercle, dans la première, dans la deuxième étape, donc dans le déni ou dans l'ambivalence, ça va pas du tout lui faire prendre conscience. Au contraire, ça risque de lui entraîner une grande frustration. Et donc, on a parlé de mensonges, il peut mentir encore plus. Enfin, voilà. Tout ce qu'ils veulent, c'est atteindre leur but, c'est de jouer. Donc, s'ils sont dans le un ou dans le 2 et qu'on leur enlève les possibilités de jouer, ils vont les trouver d'une autre manière. C'est pas une bonne idée. Donc, pas une bonne idée de faire ça. Euh, euh, donc, on va voir du coup où il en est. S'il est à la troisième étape, donc l'étape de la préparation à l'action, donc là, c'est déjà mieux. La personne commence à avoir conscience du problème. Là, on va pouvoir parler plus directement du jeu avec la personne. Ça va être plus facile. Lui proposer éventuellement, lui demander si elle serait OK pour consulter éventuellement, si elle voudrait qu'on l'accompagne, si elle ne veut pas qu'on l'accompagne, comment on peut l'aider au quotidien. Là, c'est plus ouvert. La personne a pris conscience du problème, donc c'est plus facile d'en parler avec elle. Ça va être plus simple, on va pouvoir aborder les choses à ce moment-là, encourager au changement, évidemment. Si la personne est dans l'étape 4, c'est là où on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le renforcement positif, dont on sait que l'objectif est de maintenir ou d'augmenter le comportement positif. Donc, si on voit quelque chose de positif, on le renforce, on fait des compliments, on est content. Oh, qu'est-ce que je suis content d'avoir pu passer un peu plus de temps avec toi, c'était sympa. Je suis content de ceci, bravo pour cela. On renforce positivement quand on est dans la phase d'action ou dans la phase numéro 5. On va essayer de vraiment renforcer tout ce qui est positif. Si écart il y a, il faut bien se dire que la personne est probablement tout aussi déçue que le proche. Donc, pareil qu'au départ, on ne va pas l'insulter, on ne va pas se mettre en colère, on ne va pas le traiter de tous les noms parce qu'il y a eu un écart.
ce qui risquerait de le mettre dans une émotion très négative. Et on a vu comment ça pouvait entraîner encore plus de jeux. Donc non, on va au contraire, si écart il y a, rassurer, redire que c'est OK, que ça fait partie du processus, que ça va l'aider pour la fois prochaine. Et donc, on ne va pas du tout le blâmer, au contraire, le rassurer sur le fait que c'est pas grave. Autre chose de très important pour les proches, n'épongez pas les dettes de vos proches. Parce que ce serait contre-productif, ça ne permettrait pas à la personne de prendre conscience réellement d'elle-même, des conséquences et de la gravité. Donc, pas éponger les dettes. Et de la même manière que dans la thérapie, un élément qui va être très important pour le joueur, c'est l'acceptation de la perte, donc de devoir accepter qu'il a perdu telle somme, qu'elle ne reviendra pas. Il ne va pas se refaire, elle ne reviendra pas cette somme qu'il a perdue. Voilà, toutes les conséquences négatives, elles sont là, il faut les accepter. Bah, en tant que proche, il va falloir les accepter aussi. Pour aider justement le joueur à avancer dans cette acceptation-là. Voilà. Pour ce qui est des approches plus thérapeutiques, il y a cette fameuse question qu'on se pose souvent quand il s'agit d'addiction, arrêter ou diminuer? C'est une question qu'on se pose très souvent. On sait aujourd'hui, parce que c'est quand même pas mal documenté pour les drogues, pour l'alcool, pour la cigarette notamment, que c'est quand même mieux d'arrêter, notamment parce que justement certaines zones du cerveau sont activées et donc en les réactivant, on risque de réenchaîner quelque chose. Donc plutôt que de prendre ce risque-là, il vaut mieux arrêter. Mais si on a un joueur qui est prêt à diminuer, déjà c'est super, on prend, on l'aide, on l'encourage, on l'accompagne dans cette démarche-là. Et peut-être qu'à un moment donné, il se rendra compte que finalement, ça ne suffit pas, qu'il faut vraiment arrêter. Mais ce sera le joueur qui décidera de s'il veut complètement arrêter ou diminuer, même si, en effet, probablement que c'est plus intéressant d'arrêter. Voilà, donc on voit que quand une addiction au jeu est installée, c'est vraiment l'ensemble du système qui est concerné sur le plan cérébral, sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif, comportemental, et donc il va falloir travailler vraiment à tous ces niveaux-là. Alors, en ce qui me concerne, donc moi je pratique la thérapie comportementale et cognitive, qui est quand même une thérapie qui est plutôt recommandée pour l'addiction au jeu. Alors, moi, je pense que ce qui est très important quand on reçoit des patients qui ont une addiction, alors vraiment, je me l'applique à moi, mais je pense que c'est vraiment très, très important, c'est d'avoir conscience de la responsabilité qu'on a en tant que thérapeute quand on reçoit des patients tout court, évidemment, mais particulièrement avec des patients qui ont une addiction. Euh, Nous, on va recevoir la personne, on la voit pour la première fois, mais cette personne, elle a probablement déjà des mois, voire des années de souffrance, son entourage aussi. Quand elle se trouve devant nous, on ne sait pas si elle a été tirée par les pieds par la personne de son entourage, si elle est là parce qu'elle a vraiment envie d'arrêter, si elle a vraiment conscience ou pas du problème. Donc, pour nous, ça va être très important dans un premier temps de se dire qu'on a une vraie responsabilité, une chance de pouvoir aider quelqu'un. Donc, on va prendre son temps, on ne va pas tout de suite chercher à donner des stratégies, des conseils, surtout pas. Déjà, on va essayer de créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique avec notre patient. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est avec tous nos patients. Mais je pense vraiment d'autant plus avec nos patients addicts. Donc, créer vraiment une alliance thérapeutique, un lieu de confiance où on va prendre la personne dans son ensemble, dans sa globalité. Donc, on va essayer de retracer son histoire, l'anamnèse, les événements de vie, peut-être des traumas, peut-être des comorbidités. On va essayer de comprendre comment le jeu s'inscrit dans l'histoire du patient, comment il est apparu, comment il a démarré, comment ça a été possible que ça démarre. Euh, et petit à petit, on va essayer de comprendre. Pour moi, c'est essentiel où il en est, toujours pareil du cercle. C'est pour ça que je disais qu'on allait en reparler souvent, mais pour moi, c'est vraiment très, très important quand j'ai un patient
en face de moi de savoir, d'évaluer où il en est, parce que je ne vais pas du tout m'adresser de la même manière à quelqu'un selon où il en est, s'il est dans le déni, mais qu'il est là parce qu'on l'a forcé à être là, s'il est ambivalent et qu'il a toutes ses croyances au premier plan, ou s'il me dit je veux arrêter. D'ailleurs, s'il me dit je veux arrêter, attention en tant que thérapeute aussi à pas tout prendre à la lettre pour plusieurs raisons. D'abord, parfois, ils peuvent nous dire qu'ils veulent arrêter alors ils le disent devant leurs proches, mais ils ne le veulent pas forcément. Ou alors, ils peuvent penser vraiment vouloir arrêter, mais en réalité, il y a des blocages et il y a des choses beaucoup plus profondes qui font qu'en fait, il n'en a pas vraiment encore la volonté réelle et qu'il n'est pas encore prêt à cela. Et donc, ça va être vraiment important pour nous d'entendre tout ça, de vraiment bien évaluer où il en est, pas proposer des stratégies trop tôt. Ça pourrait être non seulement pas productif, mais contre-productif, hein. Si je donne, je sais pas, des conseils tout de suite sur le jeu, sur les déclencheurs, et que la personne rentre chez elle et essaye sans vraiment essayer parce qu'elle n'est pas vraiment prête, ça va pas fonctionner et ça va peut-être le décourager de retourner voir quelqu'un. Donc vraiment, 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 en un, l'alliance thérapeutique, on prend en compte la personne dans son ensemble, on essaie de comprendre comment l'addiction, elle s'est installée dans l'histoire de cette personne. Et ensuite, où est-ce qu'il en est de sa motivation? Et si on sent qu'il est prêt, eh ben, on va pouvoir démarrer vraiment et travailler là-dessus. Mais peut-être qu'on aura déjà, dans un premier temps, travaillé sur d'autres choses, des événements de vie, etc. Alors, pour ce qui est de la thérapie comportementale et cognitive, donc là, donc la thérapie comportementale et cognitive, donc là, on va essayer de mettre en lien les croyances, les émotions, les comportements du patient. On essaye de comprendre vraiment quel est le lien entre tout ça. On comprend que tout ça s'influence réciproquement et on va essayer de décortiquer vraiment les situations qui peuvent être des situations déclencheurs extérieurs ou intérieurs. Donc les situations extérieures, je sais pas, par exemple, je passe devant un tabac, etc. Et tout ce qui va être plutôt intérieur, tout ce qui va être lié aux pensées et aux émotions. Donc on va analyser tout ce qui est les pensées pièges, les fameuses croyances, tout ce qui va apparaître donc dans ces pensées avant le jeu, pendant le jeu, après le jeu. On va décortiquer et analyser tout ce qui se passe au niveau émotionnel, toutes les émotions qui précèdent le jeu, toutes les émotions qu'il peut y avoir pendant le jeu, après le jeu, des émotions, comme on a vu tout à l'heure, qu'on va essayer de faire taire grâce au jeu, ou des émotions qu'on va aller chercher avec le jeu, donc les émotions plutôt au niveau de l'excitation, etc. Comprendre comment tout ça est en lien. On va analyser le comportement, donc tout ce qui concerne le comportement autour du jeu, où on joue, comment il joue, avec qui il joue, de quelle manière il joue, etc. Donc vraiment essayer d'analyser au mieux également le comportement autour du jeu. Vraiment le but, ça va être de repérer le plus possible ce qu'on appelle les pièges extérieurs, intérieurs, au niveau de la situation, des émotions, des pensées, des comportements du patient, de la personne, comprendre comment tout cela chemine, comment tout cela va se maintenir, comment tout ça finalement fait que ça maintient le comportement addictif de la personne, donc tous ces facteurs de maintien, tous ces pièges. Et on va essayer à chacun de ces niveaux-là de mettre en place des stratégies pour voilà, limiter les stratégies au niveau des situations, des pensées, des émotions et des comportements. Euh, pour ce qui est des pensées, je parlais depuis tout à l'heure des pensées pièges et des fausses croyances. Très important de savoir que le but, c'est pas du tout de venir confronter les fausses croyances du joueur. Donc là, c'est très important pour l'entourage à nouveau, mais aussi pour nous en tant que thérapeute. Euh, des exemples hein, de fausses croyances. Tant que j'ai pas de problème d'argent, j'ai pas de problème de jeu. Bon. Il y a des personnes chanceuses et des personnes malchanceuses. J'ai plus de chances de gagner si je joue longtemps ou plus.
avec une bonne stratégie, je vais pouvoir gagner plus, alors que c'est des jeux où il n'y a pas de stratégie ou que très peu. Je joue une fois par semaine depuis toujours, j'aurai jamais de problème de jeu. Bon, ça, c'est des croyances qu'on peut retrouver. L'idée vraiment pour nous, quand on dit qu'on travaille sur les pensées, on ne travaille pas du tout à confronter les pensées des patients, des joueurs. Vraiment faire très attention à ça, parce que si justement, bon, ça s'adresse plus aux proches qui pourraient avoir tendance à contredire les pensées et à vouloir donner des arguments contre, bah, en fait, ça risque justement de faire en sorte que la personne mette en place un peu tous ces systèmes de mécanismes de défense. Elle va venir protéger ses croyances parce qu'elle en a besoin, ça la tient, ça lui permet de rester un peu dans cette ambivalence, voire ce déni. Donc, elle va bien protéger ses croyances et trouver, avec beaucoup d'imagination, parfois irrationnelle, formidables arguments, et on risque de juste faire en sorte qu'on les renforce dans leurs croyances. Donc, il ne faut surtout pas venir confronter les croyances en disant, par exemple, tant que je n'ai pas de problème d'argent, j'ai pas de problème de jeu. Et nous, on va venir dire, pas du tout, c'est pas que parce que tu n'as pas d'argent, c'est pas parce que tu n'as pas de problème d'argent. Si tu passes du temps, c'est déjà grave. On ne va pas venir contre-argumenter parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on va y arriver. On va essayer, au contraire, d'instaurer le doute chez la personne. En, en- alors, on va déjà lui faire prendre conscience dans un premier temps de ses pensées, prendre conscience, peut-être l'aider à trouver d'autres moyens de voir les choses, euh, instaurer le doute en posant des questions ouvertes, sans pour autant donner d'arguments, et aider comme ça la personne à peut-être douter à un moment donné de ses propres pensées, ou essayer de comprendre celles qui nous piègent et qui ne sont pas les bonnes pour nous, et celles qui finalement peuvent nous aider. Donc en thérapie, on va vraiment essayer de repérer, de faire prendre conscience au patient de son propre fonctionnement. Quand est-ce que je me fais piéger dans des situations qui peuvent déclencher soit des pensées qui vont m'emmener à jouer, soit des émotions qui vont m'emmener à jouer, quels sont les comportements qui m'entraînent à ça, et mettre en place des stratégies à chacune de ces étapes. Euh, Quand on travaille sur les émotions, là, donc bah, toutes les stratégies thérapeutiques qui peuvent nous aider à diminuer l'impact des émotions, mais de façon positive. Donc, moi, j'utilise beaucoup tout ce qui est respiration, méditation en pleine conscience, où on va faire des exercices de respiration qui vont aider la personne à diminuer l'impact de ses émotions. Donc, déjà, dans un premier temps, prendre conscience de ses émotions, les reconnaître, les repérer. On peut se poser la question, alors, on en parlera un tout petit peu, mais bon, j'utilise aussi l'EMDR, donc je vais souvent avoir tendance à demander où est-ce qu'ils les ressentent dans le corps, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles racontent. Donc on va essayer un peu comme ça de mieux comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel, et ensuite de diminuer l'impact à travers des exercices de respiration. Après, ça peut être de la sophrologie, ça peut être peut-être de l'hypnose. Je ne pratique pas, mais je pense qu'en hypnose, il doit y avoir plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Euh, on peut faire des exercices aussi de pleine conscience pour aider les personnes. Alors là, c'est plus au niveau des pensées. On parlait tout à l'heure d'un des critères où on disait que la personne était tout le temps dans ses pensées. Je ne sais plus si c'est le quatrième, cinquième critère tout à l'heure au niveau du DSM. Donc, c'est important là de revenir dans le présent à travers des exercices de pleine conscience. On va utiliser ses sens pour revenir dans le présent, se décrocher de ses pensées, être dans le présent, retrouver du plaisir dans le présent, retrouver des sensations, des émotions positives en dehors du jeu, que le jeu ne soit pas la seule source d'émotions positives. On retrouve des personnes qui viennent, qui nous disent qu'il n'y a que quand elles jouent qu'elles se sentent bien, que c'est la seule manière soit d'atténuer leurs émotions négatives, soit de ressentir des émotions positives. Donc on va vraiment essayer de comprendre bah, comment on va pouvoir aussi développer des émotions positives en dehors du jeu, les aider à retrouver du plaisir dans le présent, surtout. Euh, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, en thérapie, donc on ne va pas uniquement jouer, travailler sur le jeu, mais on prend la personne dans sa globalité. Moi, j'aime bien, comme j'utilise et la TCC et le MDR,
je leur explique bien que j'utilise la TCC plus en superficie pour leur donner des outils, pour mieux comprendre leur fonctionnement et qu'ils aient vraiment des stratégies tout de suite à utiliser. Pas tout de suite, on a vu, mais quand on y est après, une fois qu'on commence la thérapie. Mais parfois, on est coincé parce qu'en profondeur, on a des émotions qui se réactivent, on a la mémoire émotionnelle qui fait apparaître des émotions. Et donc, le MDR, donc, pour celles qui connaissent ou qui connaissent pas, donc c'est la thérapie par mouvement oculaire qui va cibler la mémoire traumatique des personnes, Eye Movement Desensitization Response. Donc là, moi, j'aime beaucoup cette thérapie qui nous permet de travailler justement un peu plus en profondeur sur des émotions traumatiques qui sont restées coincées et qui peuvent réapparaître et se réactiver à tout moment et qui peuvent aussi évidemment être en lien avec le jeu. Un exemple, si j'ai un trauma autour du rejet, ça n'a peut-être rien à voir avec le jeu. Je vais démarrer ma thérapie autour du jeu, je vais mettre en place des stratégies et un jour, dans une certaine situation, je vais vivre un rejet important au travail, en famille, etc. Ça peut réactiver cette émotion très forte. Qui dit émotion très forte dit fragile, fragile. Et il ne faudrait pas qu'on revienne vers le jeu comme stratégie d'adaptation à l'émotion. Donc, moi, je pense que c'est très important de travailler sur les émotions qui pourraient se réactiver plus en profondeur, notamment en MDR. Par ailleurs, le MDR fonctionne aussi, enfin, a des protocoles aussi vraiment ciblés sur l'addiction en tant que telle. Donc, on peut aussi travailler en EMDR sur la mémoire associée au manque, sur la mémoire associée à l'excitation. On peut travailler en EMDR sur la peur de la rechute, sur les déclencheurs dans le présent. Donc, on peut travailler en EMDR aussi. Je trouve que c'est très complémentaire avec la thérapie comportementale et cognitive. Voilà, alors sur d'autres thérapeutiques, brièvement, il y a donc évidemment des thérapies de groupe aussi qui existent un peu comme les AA pour l'alcool. Il y a aussi des thérapies de groupe pour le jeu. Les traitements médicamenteux, bah là, on va plutôt en avoir besoin uniquement s'il y a des comorbidités anxieuses réellement ou au niveau de l'humeur ou autre pour atténuer cela, mais pas forcément par rapport au jeu en tant que tel. Autre thérapeutique, je ne connais pas bien, j'ai découvert là la réalité virtuelle. Donc là, c'est une thérapie par exposition en réalité virtuelle. Pourquoi pas? Très bien. Voilà. Donc, pour résumer, pour conclure surtout, on a vu que l'addiction au jeu était une vraie addiction puisqu'elle apparaît dans le DSM-5 au même titre que les addictions à des substances. Que les conséquences peuvent être vraiment très importantes pour la personne et pour son entourage, que les facteurs de maintien sont très importants, tels que les fausses croyances, tels qu'une difficulté à gérer ses émotions. On a vu aussi par rapport à tout ce qui se passe au cerveau, comment ça peut aussi compliquer les choses. On sait aussi que la société n'aide pas puisque le jeu, bah, c'est un gain formidable pour tout un tas d'exploitants. Donc, tout est fait pour nous piéger dans la société. Donc, voilà, c'est pas évident. Mais j'ai envie de finir sur une note positive, parce que je pense que c'est toujours bien de finir sur une note positive, en disant que si on a quelqu'un qui, nous, en tant que thérapeute, si on a quelqu'un en face de nous qui arrive pour essayer de s'en sortir par rapport à un problème d'addiction au jeu, euh, au vu de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, fort possiblement que ce jeu s'inscrit dans une histoire peut-être un peu compliquée par rapport à la personne en tant que telle, des événements de vie comme on a vu, mais peut-être aussi en termes de confiance, d'estime de soi. Il y a plein de choses qui peuvent aussi être plus profondes, sous-jacentes comme on a vu. Et donc c'est pour ça que je me dis que la note positive, bah, ce serait de se dire que ces personnes sont arrivées en thérapie, vont pouvoir faire un travail un peu sur elles-mêmes, un travail un peu plus profond, les libérer non seulement de l'addiction, mais aussi de peut-être un mal-être qui était déjà là avant.
et plus profond et que ça serait peut-être le début d'une nouvelle vie plus épanouie pour la personne qui, euh, qui chercherait à se prendre en charge. Et voilà. Donc, je ne vous vois toujours pas. Je suis toujours face à un écran noir. J'espère qu'il y a quelqu'un. Oui, Et on je est vous sûr. remercie beaucoup pour votre attention. Alors, Pauline, merci infiniment, mais infiniment pour cette richesse. Mais vraiment, c'est tellement complet, tellement richissime, du début jusqu'à la fin, de la théorie, des expériences, vraiment concrètement comment on va les aider, ces personnes qui ont besoin de nous. Je ne sais pas comment te remercier, c'est un tellement beau cadeau que tu offres. On pourra offrir ce replay à des personnes et le rediffuser. Merci déjà infiniment parce que tu nous mets Merci tout à ça toi. sur un petit temps. C'est pas simple d'avoir étudié tellement de manière profonde ce sujet. Je te remercie vraiment beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir proposé de travailler dessus. Ah, c'est magnifique. Alors, si tu le permets, j'ouvre les micros. Je suis désolée qu'on ne peut pas te voir, pourtant on est tous là Toujours devant sur un toi. écran noir, hein. C'est très spécial. Ce qui se passe d'habitude, c'est pas comme peut-être ça peut, comme t'as pas beaucoup de réseau, je pense que C'est ça. moi, j'ai pas de Non, connexion, j'ai pas de bonne non, connexion. c'est pas grave, tout va bien. Alors, je demande à tout le monde de réactiver le micro afin qu'on puisse te poser des questions ou sinon vous pouvez envoyer vos questions en privé, soit à Caroline, soit au Wellness Retour à la source de vie. On peut y répondre, à moins que ce soit tout a été parfaitement clair. Euh, alors voilà, n'hésitez pas vraiment, profitez que Caroline est est en direct. Alors, bon, donc, bon, il n'y a pas de question, Caroline. Euh, c'est pas grave, c'est que c'était très très clair. C'était vraiment clair. Et je donnerai évidemment tes coordonnées si quelqu'un a besoin de te prendre rendez-vous. Et vraiment, je te recommande et merci infiniment. Encore Merci une à fois, toi, Yardena. Excusez-moi, est-ce que je vraiment. peux parler? Alors, je vais éteindre l'enregistrement afin que ça reste en confidentiel.